à Pan M360. Je suis avec le groupe Zouz, formé de David Marchand, voix et guitare, Francis Ledoux, batterie, Étienne Dupré, basse et clavier. C'est le deuxième album de Zouz dont on parle aujourd'hui, Jour de cendre. Bonjour, messieurs. Bonjour Alain, ça va bien? Oui, très bien, merci. Très content de vous avoir parce que je connaissais très peu Zouz ou pas du tout avant de vous découvrir au Festival de musique émergente. Évidemment, je suis un vieux meuble de l'écosystème de la musique au Québec. Je suis pas au fait de toutes les nouveautés rock puisque on en couvre tellement large à Panem 360 que ça m'avait échappé, mais on va essayer de combler le retard puisque vous existez depuis un moment, même si chacun d'entre vous avait travaillé avec plusieurs artistes de l'Indie Keb. Qu'est-ce qu'il y avait? Faisons connaissance et pour aussi, il y a plein de gens qui ne vous connaissent pas aujourd'hui encore. Alors, qu'est-ce qui vous avait uni au départ? Ben, on a commencé le groupe en 2016, surtout pour le plaisir, puis pour se défouler, puis pour explorer des terrains musicaux qu'on n'explorait pas avec d'autres groupes, c'est-à-dire l'espèce de rock, le noise rock, un peu plus brutal, un peu plus cru. Puis, tu sais, ça a commencé dans le sous-sol de Francis, le drummer ici. Moi puis lui, on faisait de la musique uniquement pour le plaisir. Puis, éventuellement, ben là, on a enregistré un premier EP en 2016. Puis, on s'est bien rendu compte assez rapidement que ça prenait une base. À l'époque, j'habitais avec Étienne. Et j'ai tout bonnement demandé à Étienne de joindre le groupe. Puis, on est un trio, un power trio. Depuis ce temps-là. Puis 7 ans plus tard, on lance aujourd'hui notre deuxième disque. Par rapport au premier, le premier, j'imagine que vous aviez tout mis, ce que vous aviez cumulé dans vos sous-sols, et à un moment donné, ça donne le premier album. Puis Ouais. par la suite, on précise l'esthétique. Là, cette esthétique-là, elle comprend plusieurs styles. C'est du rock à la base, c'est une esthétique fondamentalement rock, mais une esthétique à laquelle des éléments de métal, de hardcore, de de musique bruitiste. Vous définissez vous-même en noise rock jusqu'à un certain point, mais beaucoup d'éléments prog et métal sont là-dedans et c'est exprimé en français, ce qui est assez rare au Québec. On a toujours eu du mal au Québec avec le rock plus cru, plus proche des formes métal, plus proche des formes hardcore. Alors, on a toujours eu peur parce que la radio passe pas ça. Mais maintenant, la radio n'est plus vraiment un argument. C'est le temps de s'exprimer. Et depuis quelques années, de très bons groupes rock font renaître le rock québécois. On pense évidemment à Corridor, on pense à Population 2, et on pense à vous maintenant. Alors donc, on pense à vous parce que c'est très bien ficelé, c'est solide, c'est cohésif, c'est cohérent. Comment êtes-vous arrivé à ce produit? Ben, j'imagine que le son du groupe s'est beaucoup sculpté à travers les spectacles qu'on a faits. C'est-à-dire, mettons, tantôt, tu mentionnais le premier album qui s'appelle Vertige. C'est un album qu'on a fait durant la pandémie, dans une époque où il n'y avait pas de spectacle, parce que les spectacles étaient défendus. Euh, C'était une drôle époque d'ailleurs pour les musiciennes et les musiciens partout dans le monde. Puis cet album-là, ben, c'est ça, il s'est fait pièce par pièce dans un contexte parce qu'on ne pouvait pas aller le tester en spectacle, parce qu'on pouvait difficilement s'imaginer en train de jouer cette musique-là devant des gens. Puis c'est peut-être là la principale différence avec Jour de Cendre, le deuxième, c'est que on l'a créé pendant qu'on faisait des spectacles. Puis on pouvait toujours aller tester ces nouvelles chansons-là devant des gens, voir qu'est-ce qui marche moins. C'est un album qu'on a enregistré le plus live possible, un peu à la façon Steve Albini, qui était comme un peu comme un espèce de phare référentiel en termes Ah de... ouais? Non, Steve ouais. Albini, c'est un peu le standard de production que vous vouliez avoir. Ben, c'est-à-dire, c'est ça, tu sais, d'ailleurs, Rest in Peace, Steve Albini. Hein. Mais Ouais. c'était comme l'idée de faire de quoi le plus cru puis le plus brut possible avec l'énergie que le groupe déploie en spectacle la plus intacte possible. Fait qu'on
on se donnait comme le mandat de ne pas trop aller corriger chacune des différentes parties, de ne pas trop mettre d'overdub, c'est-à-dire d'enregistrement par-dessus les, les basic tracks. Fait que c'est ça. Dans le fond, je pense qu'essentiellement, ce disque-là, il se veut le plus proche possible de ce qu'on a toujours été en live, c'est-à-dire un band, comme tu disais tantôt, noise rock, cru, brut. Puis on en est bien fiers. Oui, donc, d'un côté, vous vouliez garder les imperfections parce que les imperfections font partie de l'esthétique. C'est toujours comme ça. Une bonne chanson, trop lisse, non. Une bonne chanson garde les aspérités, conserve à peu près tout ce qui s'est passé de défauts qui se transforme progressivement en qualité. Mais aussi, vous avez beaucoup de structures. C'est une musique très organisée et très cohérente. Alors, vous cherchez un équilibre entre les deux, si je comprends bien. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on voulait faire, effectivement, David l'a mentionné, quelque chose qui est le plus proche du live possible. Mais après ça, on a quand même des esprits perfectionnistes, donc on a quand même ajusté beaucoup de choses, puis on était très méticuleux dans le son qu'on voulait aller chercher, puis c'était comme, je me rappelle quand on est sorti du studio, les tunes étaient grosses de même, puis après ça, au fur et à mesure qu'on les mixait, puis qu'on leur redonnait de l'amour, ça ouvrait, ça ouvrait, ça ouvrait, puis aujourd'hui, c'est un album qui a une image stéréo hyper large, c'est très large. Autant ça va dans les basses fréquences les plus creuses, puis les hautes les plus perçantes. C'est comme vraiment, c'est très. C'est finalement très large dans tous les albums qu'on a fait dans notre vie. C'est comme, que ce soit avec ce projet-là ou avec d'autres, c'est vraiment un album que je trouve, quand j'écoutais, mettons, les masters finaux pour approuver, j'en revenais pas comment la musique prenait toute la place. Comme, même si je le mettais dans un speaker de téléphone cellulaire, comme ça prenait toute la place. Puis si ça sonne bien dans un speaker de téléphone, c'est assez bon signe. Parce qu'on le sait qu'il va y avoir du monde qui vont l'écouter. Dans les speakers de téléphone. Ouais, ils vont le mettre ce matin, parce que l'album sort ce matin. Ils vont le mettre dans la cuisine un matin en cuisinant. Puis ça va peut-être être la seule fois qu'ils vont l'écouter. Fait qu'aussi bien que ça sonne bien dans ces setups-là. Mais on encourage vraiment de mettre des écouteurs, de mettre le son dans le fond, de l'écouter dans l'ordre aussi. Ça, c'est très, très, très important. Donc, Ah oui. C'était quand même paradoxal parce que, tu sais, on voulait faire l'album le plus brut, le plus cru possible, mais en parallèlement, on était excessivement méticuleux sur le son, notamment Francis, qui est un ingénieur de son, puis de mastering, puis je veux dire, la dimension sound design, la dimension du mix est extrêmement importante pour nous maintenant. Fait que c'est un album qu'on a enregistré en 6 jours, suite à avoir pratiqué comme des fous. Mais par contre, on l'a mixé durant 6 mois. Fait que, oui, c'est ça. Donc, vous cherchiez à ce que ce soit intelligible dans les pires conditions d'écoute, c'est-à-dire l'écoute sur le téléphone ou dans la radio de la cuisine, etc. Mais en même temps, vous êtes très perfectionniste, vous voulez arriver à un son d'exception, un son vraiment bien fignolé. Alors, encore là, les aspérités et le perfectionnisme font bon ménage. Oui. Parfois, c'est sûr que des fois, je pense qu'on est peut-être un petit peu trop perfectionniste pour notre propre bien collectif et individuel, peut-être. Mais je pense qu'on essaie de mieux en mieux se balancer à travers notre perfectionnisme. Surtout celui du son, quand même. C'est comme on verra un coup là-dessus. Si je reviens aux structures, bon, il y a des rythmes, vous n'êtes pas strictement dans le binaire, là, il y a des mesures composées, le backup rythmique est très solide et aussi, ouais, effectivement, bravo Francis, parce que tu es un excellent batteur. On n'est pas à l'époque exactement de Steve Albini d'une certaine façon. Les rythmes se sont complexifiés, de plus en plus de musiciens qui sont dans l'esthétique rock ajoutent des mesures composées, des polyrythmes et aussi, j'ai constaté d'un point de vue instrumental que la dimension électronique est là, alors qu'à l'époque de votre mentor, c'était beaucoup plus des
pédales d'effet puis des guitares qui faisaient ça. Maintenant, les claviers et une production électronique par-dessus fait partie de votre son, non? Ouais, mais en fait, c'est ça qui est un peu. C'est là qu'on s'est amusé parce que, dans le fond, ces sons-là qui appartiennent plus, mettons, à la musique trap ou la musique de hip-hop expérimentale, ces sons-là sont présents sur le disque, mais ils sont tous joués de façon live. C'est-à-dire que quand il y a des gros 808 de base, ben, c'est tout Francis qui joue à la mitaine, comme on dit. Fait on a quand même préservé l'aspect du live band de rock, mais peut-être qu'on s'est permis d'avoir un visage un petit peu plus changeant, mettons, puis avec une palette de couleurs un peu plus large qu'un band power trio de rock a habituellement. Je sais pas, mais je pense que ça venait du fait qu'on était particulièrement inspiré par la musique, justement, de hip-hop expérimentale comme Dead Grips, comme certains trucs de Danny Brown, comme JPEG Mafia. On a commencé à triper là-dessus à cause de notre sound person de live, qui est Charles-David Dubé, qui est un immense fan de musique trap. C'est comme parti de là, il nous faisait écouter des trucs, puis on trouvait que l'énergie qui se dégageait de ces tunes-là, c'était plus punk que la plupart des bands punk actuels je veux dire, il y a plein de super bons bands punk en ce moment, partout, autant au Québec qu'ailleurs, mais il y avait de quoi il y avait de quoi dans cette musique-là, plus hip-hop, au niveau des basses fréquences, qui nous faisait vraiment triper. C'est-à-dire que c'est vraiment énergique au niveau des graves, puis du low-end. Puis on voulait avoir ça dans notre musique maintenant. Ce qu'on n'avait pas avant, vraiment. Si je veux dire, avant, c'était vraiment plus guitare, bass, drum, dans leur rôle plus typique, plus mince. Maintenant, on est aidé avec avoir le son le plus grave, le plus gros Oui, dans le oui, possible. exactement. Ça reste du rock. Même si vous pompez un peu dans l'esthétique hip-hop Ouais. et l'esthétique rap, alors, Dead Grips, pas vraiment du hip-hop, mais le rapper joue avec un groupe hardcore extrêmement violent. Je les ai vus 2 fois Ouais. et j'ai vu tous les groupes dont vous avez parlé. C'est sûr que ça joue, mais sauf que ça ne change pas l'esthétique fondamentale qui est rock. Et d'ailleurs, le rock connaît une sorte de renaissance depuis 3, 4 ans, là. Non seulement ici, mais surtout en Angleterre. Par exemple, on pense à des groupes comme Black Country, New Road ou plein de groupes qui commencent à relancer l'esthétique rock qui était totalement dominante avant que le hip-hop prenne le dessus. Oui, 100%. Ouais, ben, Oui. j'ai comme, tu sais, je pense que le rock pour, euh, pour survivre un peu en tant que culture qui a des échos doit justement changer puis doit s'adapter au son de l'époque, aux méthodes de production de l'époque aussi, doit s'adapter au climat social. Puis justement, tu parles du UK, mettons, je pense qu'on aime beaucoup le groupe Idols de ce temps-ci qui Ouais, donc, prône plein de choses qui sont tout à fait d'actualité. Puis je pense que ça nous fait du bien de voir que des groupes de guitare électrique reviennent un peu à la mode. Moi, en tant que guitariste, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Puis je pense que Jour de Cendre, c'est un peu à notre humble façon justement de faire ça, puis d'être de pas nécessairement être au goût du jour de ce qui se fait au Québec, mais de proposer de quoi qui se veut nouveau dans le rock, tu sais, genre. exactement. Maintenant, si on parle de Jour de Cendre en tant que tel, Jour de Cendre, qui est lancé sous étiquette Simon Records, fait en sorte que il y a 10 titres qui se tiennent. Tantôt, vous disiez qu'il fallait les écouter du début à la fin dans le bon ordre. Alors donc, il y a vraiment une cohésion là-dedans, une trame dramatique, une trame théâtrale, une trame narrative par rapport à ce que veulent dire les chansons. Peut-être que David, tu pourrais nous expliquer, j'imagine que c'est toi qui as écrit les principaux textes. Oui. Alors donc, explique-nous
le développement de ces disques-là et pourquoi devons-nous les écouter en ordre? Ben, je veux dire, c'est loin d'être un album concept à la Ziggy Stardust parce qu'il y a un personnage, on s'entend, mais je pense on a vraiment conçu l'album avec une certaine la cohérence était vraiment très importante pour nous autres, autant au niveau du son qu'au niveau des chansons, l'une à la suite de l'autre, puis l'une entre elles. Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un thème qui englobe tout, mais hormis peut-être l'espèce de le combat intérieur, puis donc c'est-à-dire d'avoir plusieurs sources de nous qui s'entrechoquent. Mettons, ça va s'exprimer par certaines ambitions qui s'avèrent à être complètement irrésolues, ou ça peut s'exprimer avec... il y a une chanson qui s'appelle Sobre, qui parle de sobriété, qui est un combat intérieur chez plusieurs personnes. Chez nous tous. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, mettons, l'espèce de... Ou encore la chanson Léviathan, qui est un tout petit poème, parle justement de c'est plus un monstre intérieur, d'où le Léviathan, donc, ce monstre-là qu'on peut essayer d'aller dompter, puis des fois, c'est lui qui prend le dessus. Aussi les désirs, mettons, les désirs au sein de l'intimité, les désirs de vouloir avoir une meilleure vie, les désirs d'essayer de se trouver pas trop pire une fois de temps en temps. Tu sais, c'est comme... Se trouver pas trop pire, c'est bon, ça, j'aime ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis après ça, ben, le titre de l'album vient un peu de qu'est-ce qu'on est en spectacle, c'est-à-dire on est un peu un espèce de feu roulant en spectacle. C'est comme on arrive, et notre but, c'est de brûler un peu tout sur le passage, puis on est les premiers à se brûler aussi en faisant ça. Puis un jour de cendre, c'est pas vraiment une expression qui existe, c'est plus une figure poétique, mais ça fait plus référence à un peu à un lendemain d'incendie, Moi, c'est le paradoxe de déployer énormément d'énergie et en même temps, en créant certains dommages et en laissant une traînée de cendres derrière soi. C'est ça? Ben, les cendres iraient bloquer le soleil. Mettons, ce qu'on peut imaginer d'un jour de cendre, c'est une journée particulièrement grise et déprimante qui fait suite à un feu. Puis, mais c'est aussi, c'est un peu genre un jeu de mots aussi avec le mercredi des cendres, qui est le premier jour du carême, qui est le premier de 40 jours d'hostilité qu'on s'inflige à nous-mêmes. Parce que c'est quand même un album qui est brutal et cru. Je dirais, mettons, pour l'avoir beaucoup écouté en faisant, c'est pas un album qui s'inscrit dans la vague de easy listening de musique qui se fait au Québec en ce moment. Non, on n'écoute pas ça dans un bain flottant, disons. Non. À essayer. Peut-être à essayer, mais... Ouais, ça risque de brasser dans le bain. Ça risque... Il pourrait y avoir une tempête dans le bain, ça va vous prendre une bouée de sauvetage. Ouais. Alors, mais c'est très bien. Ici, on trouve que c'est très, très violent, c'est de la musique crue, etc. Mais dans le monde du rock, c'est pas loin de la normalité d'une certaine façon. C'est parce qu'au Québec, ce qu'on a découvert en rock dans les dernières années ou même les dernières décennies, c'est rarissime qu'on a des groupes de ce type-là. C'est pour ça que ça a l'air d'une exception, mais dans le monde du rock en général, ça ne l'est pas. Non, c'est sûr. C'est sûr que. Puis le rock, je pense que c'est juste le métal qui est qui est pas du rock, mais qui est un peu quelque chose qui vient de là.
est un style musical extrêmement populaire qui déplace immensément beaucoup de gens. Dans les années 80, Metallica était dans les top of the charts. Donc, il ne faut pas se mentir en se disant que c'est une niche nécessairement aussi. Je pense que le rock a toujours été là. il sera toujours là parce qu'il est capable de se réinventer et d'aller chercher de nouvelles dimensions, de nouvelles sociétés. Tout comme dans les années 80, à un moment donné aussi, on trouvait que le rock était rendu plate parce qu'il était glam, à paillettes, puis tout. Mais au final, si je pense à ça aujourd'hui, je trouve que c'est adapté à la période dans laquelle il était. Comme toujours, comme il a fait dans les années 90, avec le grunge où il était tanné de ces palettes-là, puis il est allé ailleurs. Comme aujourd'hui, quand tu parlais de Black Country New Road, où on est comme dans une espèce d'hybridation vraiment très composite, mais qu'aujourd'hui, en fait, au Québec, on est capable d'aller là. On a un bassin culturel hyper large. On a des très bonnes connaissances sur un paquet de sujets. Donc, je pense qu'on est capable d'offrir un rock qui repousse les limites tout en restant du rock. Ça, je suis sûr et certain. Comme les exemples que tu nommais de nos confrères québécois, Corridor, Population 2, c'est des bons exemples quand même. C'est des bandes que j'aime beaucoup. Puis que je trouve que ça fait vraiment plaisir de comme, nommer ces deux groupes-là puis de nommer Zouz après. Honnêtement, je suis comme. Ouais. Je me dis un peu enfin, parce que ça fait quand même 2 EP, un album. Des 2 albums qu'on fait, je suis content qu'on puisse nous considérer dans ce pool-là. Puis on en est honoré, honnêtement. Oui. C'est Oui. sûr que le rock, encore aujourd'hui, attire beaucoup de monde. Ça n'a pas ça n'exerce pas la domination des années 80, 90 jusqu'à ce que le hip-hop devienne le mode populaire dominant partout dans le monde, non seulement en Amérique du Nord, mais partout en Occident et plus encore. Mais ça reste, on peut pas parler de sous-genre ou d'un truc confidentiel. C'est un genre qui va toujours rester, comme vous l'avez dit, mais en même temps, ce n'est pas le genre dominant. Alors, vous êtes obligé de composer avec les deux. La preuve en est, c'est que ça a pris au moins 2 albums avant que vous émergiez vraiment dans les médias traditionnels. On a pu le constater aujourd'hui dans les quotidiens. Et tout le monde parle de vous aujourd'hui. Est-ce que ça se serait passé il y a 5 ans? Non. Là, ça se passe. Et on est très content de ça. Particulièrement Francis qui est content de ça. Mais, voilà. Ben, est-ce que c'était une question, ça? Ben, c'est un commentaire qui peut être assorti d'une réplique. J'aurais peut-être pas dû répondre à ça. Mais c'est vrai que des fois c'est une question d'entourage ou d'acharnement des fois aussi. Ouais, je pense que ça fait, je veux dire maintenant, ça fait 7 ans qu'on fait cette bande-là. Je pense que durant plusieurs années aussi, les premières années du groupe, on avait un pied dedans, un pied pas dedans, parce qu'on faisait principalement travailler avec d'autres artistes et tout. Puis je te dirais en fait, Alain, que c'est seulement depuis la parution du premier album complet qu'on a vraiment commencé à mettre le pied sur le gaz, puis à prendre ça un petit peu plus aussi, en ayant du plaisir, mais en prendre ça de faire ça de façon un petit peu plus sérieuse, avec un petit peu plus d'ambition. Puis, je veux dire, on ne se cachera pas qu'on sait qu'on ne fait pas la musique qui est accessible autant que, mettons, je ne sais pas, Roxane Bruno ou, mettons, Albert. Mais je pense que ce n'est pas notre but non plus. Je pense que si vraiment le succès populaire était notre principal objectif, on ne ferait définitivement pas. On ne serait pas là en train de sortir cet album-là ce matin. Puis, tu sais, pour revenir à tantôt ce que tu disais sur l'intensité des groupes, ben effectivement, il y a quelque chose de vraiment relatif à ça. Tu sais, c'est sûr que le Québec étant un micro-marché de musique, ben c'est sûr que quand tu lances un album, ben les médias, ben, ils vont un peu te comparer avec d'autres groupes de rock, mettons. Ça fait que c'est sûr que si tu nous compares à Bon Enfant, ben là, on sonne un peu comme Slipknot tout d'un coup. Mais quand tu es comme Francis ici, qui consomme beaucoup de musique vraiment hardcore, metal, des bands comme Chapil ou des bands comme Loath,
Ce qu'on fait pour lui, c'est comme si on faisait du Stevie Wonder, finalement. C'est vraiment relatif à ça, tu sais. Oui, bien sûr, c'est super relatif. Le problème est que, comme tu le dis, David, on est dans un micro-marché. Et aussi, nous sommes francophones. Francophones d'Amérique dans un marché de 10 millions qui, finalement, circonscrit qui devrait être à la mode pendant un certain temps. Et tout le monde se lance sur les mêmes sujets. On voit toujours ça. Tout le monde parle de la même affaire. Mais vous êtes obligé de composer avec cette réalité-là. Et éventuellement, conquérir peut-être le marché francophone européen ou marché francophone d'ailleurs. 100%. Oui. C'est dans les objectifs à court, moyen, long terme d'aller en Europe. Même qu'on en parle souvent, mais notre objectif principal, c'est surtout d'aller au Japon. En fait, aller dans les endroits que la barrière de la langue est plus ou moins importante. Ah, Comme le Japon, qui sont fans de toutes les musiques possibles. le Japon absorbe tout. Je ne Le sais pas Japon, si vous avez vu sur notre plateforme, on a fait ici Tokyo, on a publié 11 contenus. Moi-même et Rupert Bottenberg, on a passé un mois au Japon au printemps passé, puis on a fait plein d'interviews là-bas. C'était vraiment cool. chanceux. Ça devait vraiment être une belle expérience, ça. Excellente expérience. J'y retourne d'ailleurs. Je vais y retourner, c'est sûr. Ouais, je Je comprends. capote sur le Japon. La musique au Japon, c'est hallucinant. Ouais. Oui, le respect pour la musique aussi. Moi, je suis allé à un moment donné pour une mini-tournée. Puis j'allais beaucoup dans les disquaires et le respect qu'il y avait pour l'objet, l'écoute, la qualité du son, euh, l'écoute lors des spectacles. J'étais vraiment sur le cul. Il y avait comme quelque chose que j'avais vraiment envie qu'on s'inspire de. Oui, Définitivement. excellent. Après Ben, ça, on vous souhaite un voyage au Japon le plus vite possible parce que c'est extraordinaire. Effectivement, vous pourriez avoir une bonne audience là-bas, d'autant plus que le réseau des petites salles est hallucinant. C'est énorme. Le Japon a des petites salles partout dans tous les recoins de ce pays-là. Il y a des petites salles pour jouer. Et le monde qui ne vit pas dans la grosse pop japonaise ou le J-pop ou enfin le city music, ces affaires-là, ils jouent souvent dans des salles de 50, 60 personnes. Et il y en a des milliers de salles comme ça. Alors, c'est extraordinaire pour ça. Anyways, on ne parlera pas de ça. On va parler. Vous lancez votre album aujourd'hui. Et donc, à partir. Je pense que demain, vous partez en tournée. Vous serez à Alma, le 26 à Québec, au Pantoum. À Alma, c'est au Café du Clocher. Le 8 novembre à Saint-Hyacinthe, aux Haricots. Le 14 au Club Soda. J'imagine que c'est dans le contexte du coup de cœur. Oui. Et le 22 au Théâtre Granada à Sherbrooke. Et l'année prochaine, vous avez déjà des dates au village de Fred Fortin, Saint-Prime, au Vieux-Couvent. Et le 7 février, le 8 février, centre d'expérimentation musicale à Chicoutimi. Et il y aura d'autres dates qui vont s'ajouter, j'imagine. Ouais. Super. Alors, félicitations, messieurs. C'est un très, très bon album que vous avez lancé là. Ça va certainement marquer le paysage québécois en musique en 2024 et aussi en 2025. Merci beaucoup pour cette offrande. merci beaucoup, Alain. Merci. Très apprécié. Merci, Alain. C'est aussi apprécié de notre part. Allez, bon voyage en tournée. Merci. On retourne répéter.